Bonjour à tous et bienvenue au Hall of Shame. On se retrouve pour le dernier épisode d'analyse tactique de ces playoffs 2020 et de cette saison 2020. S'il faut féliciter le jeu fantastique de Miami, qui a su déjouer tous les pronostics pour aller jusqu'en finale, je ne pouvais pas ne pas m'attarder sur le champion en titre, les Los Angeles Lakers. Donc champions NBA, ils n'ont jamais réellement été mis en danger d'élimination au cours de ces playoffs, et ils ont toujours paru en contrôle et ont su rebondir de chacune de leurs défaites. Ils finissent donc les playoffs avec un bilan de 16 victoires pour seulement 5 défaites, et c'est donc un champion mérité. Donc on avait déjà parlé des Lakers dans le dernier podcast, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de le voir avant cet épisode. La dernière fois, on a beaucoup parlé du style de jeu, du fameux tall ball instauré par les Lakers au long de la saison régulière et dans plusieurs de leurs séries de playoffs, notamment face aux Denver Nuggets. Mais ce qui a fait vraiment la différence sur ces finales, c'est le pragmatisme de Frank Vogel et de ses assistants, le pragmatisme de cette équipe, cette capacité d'adaptation, sans pour autant aller jusqu'à perdre son identité de jeu. Donc il y avait vraiment une adaptabilité du système du tall ball, sacrifier le tall ball, mais tout en gardant les mêmes préceptes, les mêmes principes de jeu. Et c'est ce sur quoi je voulais vraiment m'intéresser et m'attarder dans ce podcast aujourd'hui. Donc d'abord on peut parler de cette adaptabilité du système tall ball vers un système small ball au fur et à mesure, mais en gardant toujours les mêmes atouts, et cette capacité à s'adapter en fonction des défenses en face. Je pense notamment à l'attaque des Lakers, et un exemple est marquant dès le début de la série, dès le deuxième match. Donc au cours du premier match, les Lakers sont vraiment en contrôle, dominent très largement leurs adversaires. Donc le Heat va alors faire des ajustements défensifs pour essayer de bloquer une équipe qui met plus de 120 points sur 100 possessions sur le premier match, et va donc mettre en place une zone 2-3 au match 2. Mais ça va être encore plus dur à défendre pour Miami, car les Lakers arrivent parfaitement à s'adapter et mettent tout de suite en place le système pour casser cette zone. Ils ont fait ce que Boston n'avait pas su faire au tour précédent face au Heat. Donc l'idée c'est de placer, ils vont régulièrement placer LeBron James, mais aussi Rondo ou Davis, mais surtout LeBron James, au poste haut ou légèrement en dessous, un peu à l'intérieur de la raquette. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une zone, chaque joueur défend une petite zone, et toute la zone se déplace en fonction d'où est le ballon. Et donc le gros avantage, c'est que ça permet d'avoir une très forte influence, créer des zones fortes où la défense sera très bonne. Par exemple, dans le cas de la zone 2-3, ça permet de verrouiller totalement l'accès au cercle vraiment proche et de couper toute pénétration. Mais ça laisse des zones faibles. Donc certains spots à 3 points, mais pas dans les corners sur la 2-3. Et aussi cette petite zone juste après la ligne des lancers francs, ou juste avant la ligne des lancers francs, dans la raquette, qui a parfaitement été exploitée par les Lakers. Donc on avait vu une équipe de Boston au tour précédent qui jouait énormément de 1 contre 1, et c'est ce qui les a totalement perdus. Ils essayaient d'attaquer en dribble la zone, et donc se retrouvaient dans des situations de 1 contre 3 sans avoir créé de décalage. Et seulement 2-3 fois on a vu Smart exploiter ce poste haut, mais il l'a pas forcément fait correctement. Il recevait le ballon dans cette zone faible, mais il se retournait pas pour attaquer le panier, pour créer un décalage et pour créer une surcharge de joueurs à ce moment-là. En restant dos au panier, juste en recevant le ballon et en refaisant la passe tout de suite. C'est là où LeBron et Davis et Rondo ont été bien meilleurs, c'est que dès qu'ils recevaient le ballon dans cette zone, donc juste derrière les deux joueurs en haut de la zone 2-3, ils se retournaient tout de suite vers le cercle et attaquaient le cercle, pendant que des joueurs coupaient sous l'anneau. On se retrouvait donc dans une situation où les deux premiers joueurs étaient éliminés, et où LeBron se retrouvait à attaquer vraiment en 1 contre 1 tout seul face au cercle, le pivot qui défendait à l'intérieur. Donc ça dépendait, on s'est retrouvé avec Crowder, on s'est retrouvé avec pas mal de joueurs, avec Leonard aussi, ou avec Olynyk qui sont venus compenser l'absence de Bam. Et si l'intérieur, celui qui était au centre de la zone de 3 venait à monter sur LeBron, il avait juste à faire une petite passe sur un Rondo ou Davis qui coupait au cercle et qui se retrouvait avec un panier facile. Donc encore une fois, on a eu des Lakers qui ont continué de jouer sur, comme je disais dans le podcast précédent, sur leur avantage à l'intérieur et sur des jeux de coupe pour avoir énormément de paniers proches du cercle. Donc on a beaucoup parlé de rouleau compresseur pour ces Lakers sur ce match-là, mais je parlerai davantage de chirurgie, de dissection en fait par les passes. On avait plutôt un jeu millimétré plutôt que ce côté qui écrase par sa puissance physique. On avait un jeu lent, et on a aussi eu LeBron James qui a pas mal joué poste bas ou à 45 degrés, avec un deuxième joueur qui venait couper de son côté. L'idée en fait c'est de créer une surcharge, c'est-à-dire de placer deux joueurs qui attaquent
la zone défendue par un seul joueur. Donc on se retrouve avec des situations de 2 contre 1, et c'est ce qui va créer vraiment le décalage sur cette zone. C'est le meilleur moyen de casser cette zone après l'utilisation des 3 points. Le problème, c'est que cette adaptabilité du système Lakers, des fois elle arrive à un point où l'équipe risque de se désavouer. Et c'est ce qui est arrivé au match 3. Au match 3, on s'est retrouvé avec une équipe de Miami qui a énormément verrouillé la raquette, et les Lakers qui ont voulu totalement s'adapter. Donc on avait une défense de Miami qui ressemblait beaucoup à celle qu'ils avaient utilisée face à Giannis, dont je parle dans le premier podcast sur comment est-ce que le Heat a pu bloquer Giannis. Donc ils ont cherché à totalement verrouiller la raquette pour transformer le match en concours de 3 points, et c'est ce qu'ils ont cherché à faire pendant tous les playoffs, c'est ce qui a toujours marché, car c'est une meilleure équipe à 3 points que l'intégralité de leurs adversaires. Comme je disais, première équipe en playoff au pourcentage à 3 points, deuxième en saison régulière, avec des très gros volumes. Et donc à ce match 3, on s'est retrouvé avec les Lakers qui ont totalement plongé dans le piège, qui se sont mis à vouloir faire sortir les joueurs de Miami de la raquette pour retrouver de l'espace dedans. Et pour ça, on s'est retrouvé avec vraiment 5 joueurs en fer à cheval tout autour des 3 points, un peu comme si c'était du hand, qui se mettent à shooter à 3 points. On se retrouve donc avec un seul intérieur, souvent Davis ou Morris, ou même des fois Kuzma qui était utilisé poste 5. Ça c'était dans le cas le plus extrême, et qui était en dehors des 3 points et qui ne faisait que shooter. Il n'y avait plus aucune menace à l'intérieur, et donc les Lakers se mettaient à jouer le jeu du Heat en étant beaucoup moins forts dans ce domaine, et à totalement sacrifier leur avantage de puissance, de taille à l'intérieur, de passe aussi vers l'intérieur, qui avait fait autant de dégâts sur les tours avant. Donc en début de match, les 3 points en plus ne rentrent pas. Ils ont commencé à rentrer fin du 3e quart-temps, où là on a eu une très grosse efficacité à ce moment-là, ce qui les a permis de revenir un point devant, puis de nouveau en fin de match, de nouveaux concours de 3 points de les deux équipes, que les Lakers ont perdu. On se retrouve avec une équipe qui tente 42 tirs à 3 points sur le match, ce qui est énorme, et à seulement 33% au tir. Ce qui est pas mauvais, mais qui est bien moins bien que les pourcentages à quasi 60% au tir sur les lay-up et dunk qu'ils ont habituellement, là où la majorité de leurs tirs sont pris. Dans le même temps, on s'est retrouvé à avoir un très très gros match de Butler. Donc Jimmy Butler a énormément pris l'avantage sur 2 aspects. Déjà, il a profité du fait que de la menace du shoot à 3 points du Heat, qui faisait que le Heat switchait tout de suite sur tous les écrans pour pas laisser de place aux shooters. Et il s'est donc amusé à prendre des écrans d'un peu tous ses coéquipiers, et donc d'attaquer d'en face des adversaires qui étaient soit moins puissants que lui, et donc là il faisait parler son avantage athlétique et son avantage de puissance, soit moins rapide, donc des intérieurs, et là il utilisait sa vitesse. Il s'est retrouvé à faire un match énorme, et c'est vraiment lui qui fait gagner le match 3 à son équipe. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on voit l'adaptation au match 4. Frank Vogel et tout son staff, Jason Kidd, etc., sont vraiment ont vraiment bien étudié ce qui avait fait défaut, et ont su s'adapter. Donc dès le début du match, on a Anthony Davis qui est mis en défense sur Jimmy Butler. Donc le choix paraît un peu étonnant parce que Anthony Davis est vraiment un pur intérieur, même s'il est capable de défendre sur le pick and roll après des changements et tout ça. On n'a pas l'habitude de le voir défendre sur un joueur extérieur tout un match. Et donc en début de match, au début, on a vraiment Howard qui est pivot, Davis qui joue, et on continue de changer sur les écrans. Donc Butler en profite, attaque Howard et va chercher les paniers en pénétration, car Howard est trop lent. Il y a alors un passage en small ball, avec Davis poste 5 et seul intérieur, et autour on se retrouve avec Rondo, Caruso, KCP, Green, donc toujours 3 de ces 4 joueurs-là, et LeBron. Et Anthony Davis va vraiment défendre sur Butler, et ne plus changer sur aucun pick and roll. Il reste couvrir le pick and roll, mais il reste sur Butler dans tous les cas, et donc Butler se retrouve à faire un 0 sur 8 au tir lorsqu'il opposait Anthony Davis. Il va totalement passer à côté de son match, il va finir par devenir beaucoup plus passif et ne plus oser attaquer le cercle, et donc c'est vraiment comme ça que Miami gagne. Dans le même temps, le fait d'avoir Anthony Davis qui est capable de couvrir et de garder son joueur, il casse totalement les écrans et le début des actions du Heat, qui ne peut plus faire de décalage et qui est totalement hors rythme. Un exemple est très très frappant au niveau des statistiques, c'est sur ce match-là, même si l'échantillon est malgré tout assez faible, lorsque Davis est sur le terrain, les Lakers prennent 92,5 points par 100 possessions. Lorsqu'il n'est plus sur le terrain, ils en prennent 182 sur 100 possessions.
Donc je vous laisse avec cette image, elle est assez marquante et elle suffit à elle-même. Donc finalement, on se retrouve au match 5 puis au match 6 à rester dans cet esprit-là d'avoir vraiment Anthony Davis poste 5 qui est capable d'aller défendre sur Butler ou sur les extérieurs et LeBron qui va aller défendre sur Bam Adebayo quand celui-ci revient. Donc il y a une sortie progressive de Howard qui joue peu au match 5 et qui sort même du 5 pour Caruso au match 6. Donc le choix a beaucoup étonné, Caruso étant pas forcément une superstar de cette équipe, mais je reviendrai sur lui après, vous verrez qu'il a été très intéressant. La grosse différence au match 5, qui est vraiment perdu d'un rien, et au match 6, où les Lakers sont par contre totalement marchés sur le hit, c'est que les Lakers se mettent à un peu plus driver, mais toujours comme expliqué dans la vidéo sur le tall ball, par LeBron, par Rondo et un peu par Davis depuis le poste haut ou à 45 degrés. Et pas forcément par les autres joueurs, mais se remettent à attaquer le cercle, à refaire des coupes vers le cercle, à plus jouer en fer à cheval comme ils le faisaient. L'idée avec ce small ball, c'est d'écarter Bam Adebayo du cercle, qui est un très bon rim protecteur, un très bon protecteur de cercle, en utilisant par exemple Markieff Morris ou Davis, qui au début des actions se retrouvent vraiment derrière les 3 points, mais en n'hésitant pas à couper, ce qui n'avait plus du tout été fait au match 3 qui avait été perdu. Donc on se retrouve avec un seul intérieur et des petits autour et LeBron James. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un pragmatisme dans cette équipe vis-à-vis du tall ball qui est sacrifié pour du small ball, mais que malgré tout, on garde les mêmes principes de jeu qui sont fondamentaux à cette équipe du 8, des Lakers. On reste sur un principe de jeu avec très peu de pick and roll direct. Il y a des écrans sur le porteur de ballon, mais on n'exploite pas le pick and roll de façon frontale. Encore une fois, seul LeBron, Rondo et Davis drive. On reste sur les mêmes standards au drive, à peu près 30 drives faits par match, ce qui reste l'équipe qui en fait le moins sur les playoffs. Et on reste aussi dans les mêmes pourcentages d'utilisation d'ISO, ce qui encore une fois est l'équipe qui en fait le moins durant les playoffs. L'unique différence, c'est qu'on retrouve ce qui avait vraiment fait la différence, c'est que de nouveau, les Lakers accélèrent et profitent de l'espace laissé par les 4 shooters. On a des shoots qui rentrent plus ou moins, mais de nouveau la raquette arrive à se désengorger, et donc on se retrouve avec énormément de transitions de contre-attaque et de paniers, des lay-ups et des dunks. La défense de même s'est mieux adaptée, donc très aidé par le hit qui était totalement amorphe au match 6, mais c'était moins le cas au match 5. On a une défense donc qui ne switch plus sur les écrans, qui est beaucoup plus agressif, et on retrouve ce qui avait été perdu un peu au match 5 et beaucoup sur les matchs précédents, c'est cette excellente défense sur le second rideau. Donc comme je le disais dans la vidéo précédente, toute la base de la défense de Lakers est basée sur ce second rideau. Si le second rideau est bon, ça permet à des Caruso ou Rondo de défendre très fort sur les extérieurs et de prendre des risques, et ce qui amène énormément de contre-attaque derrière. Donc on est dans le cas d'une adaptation qui se fait en match et entre les matchs, et vraiment ce pragmatisme sans se renier. Ensuite, j'avais vraiment envie donc davantage de parler des individualités dans cette équipe, parce que c'est ce qui a vraiment fait l'écart. Le principe de jeu, c'est beau, mais une fois arrivé en finale, c'est vraiment les individualités qui font la différence, le talent des joueurs. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est quand Bam a commencé à être blessé, on s'est retrouvé chez les Lakers à avoir un 5 plus petit, souvent avec Anthony Davis en 5, qui se faisait remplacer par Markieff Morris, et après 4 joueurs extérieurs. Et donc même si KCP a fait statistiquement et au niveau du shoot une excellente série, il y a vraiment 4 autres joueurs qui sont pour moi ressortis offensivement dont j'avais envie de vous parler. Ces joueurs sont Davis, LeBron, Rondo et Caruso. Évidemment, je vais vous parler de LeBron en premier. Donc, il paraît jamais autant en contrôle qu'arrivé à ce stade-là dans sa carrière. Il s'économise pas mal en défense, de plus en plus, même s'il a su être très bon et réaliser les stops quand il fallait. Il est de moins en moins quarterback et de plus en plus tour de contrôle à l'arrêt, surtout sur les matchs 1 et 2, même s'il a retrouvé sur les matchs 5 et 6 cette qualité qui était chez lui de lancer les actions à pleine balle et d'être peut-être un des meilleurs joueurs de la ligue en transition pour gérer le jeu en transition. Donc il a beaucoup distribué à l'arrêt sur la zone, en prenant son temps, et il commence de plus en plus à parfaitement maîtriser la gestion du chronomètre dans une façon de faire qui me rappelle beaucoup la gestion du chronomètre d'un Papa Lucas en Europe par exemple il y a quelques années.
Et en cas de défense individuelle, il a su énormément attaquer le cercle et profiter de tout décalage. Encore une fois, avec un volume de jeu absolument énorme, on s'habitue à lui, on se rend plus compte, mais peu de joueurs sont capables de maintenir ce volume de jeu sur autant de matchs de suite. Et il est vraiment la base de tout le jeu des Lakers. C'est lui qui crée la majorité des décalages, soit par une passe, soit par son drive. Comme vous le savez au basket, le meilleur moyen de marquer un panier, c'est de créer un décalage par un écran, une passe ou un drive, et à partir de là, vous pouvez en profiter de tout le décalage de la défense pour arriver jusqu'à un tir ouvert. Et à chaque fois, tout part de lui, quasi à l'exclusivité, ou passe par lui. Donc on revient sur cette polarisation vraiment à l'extrême du jeu des Lakers, plus que jamais. Donc il a eu le MVP des finales, et ce qui est pour moi totalement mérité. On a un Anthony Davis qui marque beaucoup, même s'il est un peu moins marqué, et il marque la majorité de ses tirs après moins de un dribble, et il crée beaucoup moins son propre tir, et il crée beaucoup moins pour les autres. Pour moi, il est moins influent dans le jeu offensif, même s'il a été beaucoup plus en défense. Mais on sait que le titre de MVP des finales dépend beaucoup plus de l'attaque que de la défense, toujours. C'est aussi le revers de la médaille de cette polarisation, c'est que si LeBron est en difficulté, toute l'équipe l'est. C'est ce qu'on a vu au match 4. Première mi-temps, il est vraiment en difficulté à créer des décalages parce que Spoelstra décide de mettre Bam Adebayo en défense sur lui et il arrive plus du tout à slasher, donc à attaquer le cercle en dribblant. Il est vraiment gêné, donc il s'en remet à son tir à 3 points, mais ce qui fait qu'il ne crée plus de décalage et bloque vraiment le jeu. Sauf que ce qui a été intéressant, c'est qu'il a su tuer le match au moment où il fallait en créant des momentum à 3 points, il a su prendre les 3 points quand il le fallait et les mettre. Donc là, il y a toujours une part de chance, mais il a su les mettre malgré tout. On provoque toujours la chance au basket. Et en fin de match, en lançant des transitions qui ont été dévastatrices pour obtenir des bons paniers de KCP par exemple et de Davis. Tout le long, il sait vraiment quand prendre ses tirs et quand passer. Quand son équipe tourne bien, il va davantage être gestionnaire et passeur. Et dans les moments faibles, il va davantage prendre les tirs lui-même pour créer des momentum pour les Lakers et empêcher de prendre l'eau. Donc c'est vraiment, il arrive vraiment à un niveau d'intelligence de jeu qui est au-dessus encore de ce qu'on avait pu voir par le passé. Donc ensuite, je voulais parler de Rajon Rondo. Donc c'est un revenant total sur ses playoffs, il a totalement revécu tel un phénix. Donc il était vraiment en grosse difficulté ces dernières saisons et particulièrement cette année. Il faut savoir qu'il finit la saison avec le pire plus-minus, donc c'est la différence de points marqués quand vous êtes sur le terrain moins les points encaissés quand vous l'êtes. Donc il a le pire plus-minus de l'équipe devant Dudley et Troy Daniels sur la saison. Donc voilà, ça vous classe un peu sa saison régulière. Mais en play-off, ça a été totalement autre chose. Le jeu qui ralentit beaucoup en play-off lui a beaucoup convenu. Le fait de devoir attaquer des zones ou des défenses placées a vraiment été quelque chose de super pour lui. Il a vraiment été l'arme ultime pour casser cette zone. Son intelligence de jeu avec le ballon et sans ballon, c'est ce qui a vraiment permis avec LeBron de faire un duo létal et de totalement empêcher le hit de l'utiliser. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il a très peu dribblé, il a un usage rate très faible, il a peu de dribbles par match et il a peu le ballon en main au final. Donc il l'a beaucoup moins qu'avant, mais il est beaucoup plus efficace. Il l'a beaucoup moins qu'en play-off, qu'en saison régulière et que à Boston par exemple par le passé. Mais il en devient beaucoup plus efficace et la principale raison, c'est par son excellent niveau au shoot à 3 points. Donc quand le shoot rentre, ça force les défenses à s'adapter à vous quand vous n'avez pas le ballon et vous proposer une autre menace que simplement par des coupes lorsque vous n'avez pas le ballon. Et ça lui permet aussi donc de lâcher la balle beaucoup plus tôt et donc de faire un jeu beaucoup plus fluide, moins statique, ce qui est souvent le problème des Lakers qui s'enfermaient dans un jeu très statique. Il faut savoir qu'en saison régulière, son duo avec Davis était de très loin le pire duo au plus-minus de la ligue, avec un pick and roll qui marchait pas du tout. Mais le fait d'avoir arrêté le pick and roll a été beaucoup plus efficace quand les deux étaient sur le terrain pendant les playoffs, ce qui a vraiment fait la différence. Il faut quand même savoir qu'il y avait un net rating de moins 7,9, donc un plus-minus de moins 7,9 par match quand les deux étaient sur le terrain par 48 minutes. Donc c'est par 100 possessions, excusez-moi. Donc c'est absolument énorme et c'est catastrophique. Ensuite, justement, Anthony Davis, donc il a été excellent sur ses playoffs et encore plus sur les finales. Il a été bien plus qu'un lieutenant pour moi. Ça a vraiment été par moments quasi un co-franchise player.
Donc Bam Adebayo n'a pas réussi à le stopper pendant les finales, et quand il était pas là, c'était encore pire. Il a montré qu'il était un très bon passeur depuis le posto sur la zone, par exemple, mais aussi en jouant de l'isolation à 45 degrés et en renversant le ballon vers des shooters. Mais par-dessus tout, un finisseur exceptionnel. Donc il a été au shoot de loin à 3 points, dans le jeu sans ballon sur des coupes. Il utilisait le fait d'être très très vertical. Il faut savoir que pendant la saison régulière, il était le meilleur joueur de la ligue sur alley-oop, par exemple. Donc il a beaucoup utilisé cette qualité-là, mais dès que le jeu s'est fermé, ça a été un peu plus dur, et il a beaucoup plus reçu le ballon en main pour attaquer le panier, par exemple depuis le haut de la raquette, là où il a fait beaucoup de dégâts. Il a commencé les 2 premiers matchs avec 30% au tir, avec des pourcentages affolants, mais passe à travers son match 3. Ce qui lui vaudra pas mal de critiques, et que ça soit en attaque ou en défense d'ailleurs. Et sur les 2 premiers matchs, je l'ai trouvé un peu en deçà au niveau de la défense intérieure, des fois un peu absent ou mal placé, ce qui a fait que ce second rideau dont je parlais était beaucoup moins efficace. Ça a été même jusqu'au match 3, il était beaucoup moins efficace, et c'est quand il a su de nouveau être très efficace sur ce second rideau que les Lakers ont vraiment été plus solides en défense au match 5 et 6. Et au match 4, il y a cette masterclass sur Butler en défense dont j'ai déjà parlé, en individuel, qui a fait, qui aurait dû faire beaucoup plus parler que ce qu'elle a fait parler. C'est vraiment un match énorme de sa part. Enfin, je voulais parler de Caruso. Donc là, le choix est peut-être plus atypique. C'est un joueur qui est très souvent moqué sur les réseaux sociaux, avec un style assez particulier, pas forcément très flashy. Et c'est un joueur qui avait des stats vraiment moyennes à premier abord. Il est en 6 points, 2 rebonds, 2 passes sur les playoffs, 5 points sur la saison régulière. Mais c'est vraiment un joueur clé du système, et c'est pour ça qu'il jouait près de 25 minutes par match pendant cette finale. Là où il est très intéressant, c'est qu'il a une très forte intelligence de jeu et très complémentaire à celle de LeBron. D'abord en défense, il a cette défense très agressive sur le porteur. Il est surtout très très bon du haut du corps, que ça soit au niveau du torse pour encaisser les chocs, pour gêner sur la pénétration, et avec des mains qui traînent beaucoup. Il a détourné beaucoup de passes, il a forcé beaucoup de passes à être plus loin que là où elles auraient dû être, et donc à ralentir le jeu du 8. Donc c'est vraiment un gros plus défensivement, là où il est peut-être moins bon sur les appuis, mais compensé par ce second rideau, il est vraiment bon sur le haut du corps. Et après en attaque, c'est là où il est ultra complémentaire de LeBron James. Il est juste avec le ballon, c'est pas un grand shooter, mais il porte peu le ballon, il va pas prendre de shoot trop compliqué, il va préférer ne pas prendre un shoot un peu ouvert pour faire la passe à un shoot plus ouvert. Il a beaucoup renversé le ballon à l'opposé, et il prend pas de risque, donc il perd peu de ballon. Il a su driver quand il le fallait pour aller chercher des lay-ups aussi, mais au final il tire très peu, il croque pas et il partage vraiment bien le ballon. Mais là où il est surtout idéal, c'est dans le jeu sans ballon. Il est méga intéressant pour permettre aux grands de couper. En effet, c'est un des rares arrières qui est capable de poser autant d'écrans et de bons écrans à des grands, que ça soit dans des systèmes ou hors de système. Donc il va aller poser les écrans sur les pivots en face, et surtout il pose de très bons écrans, donc il fait très peu de fautes sur l'écran est peu mobile, et il reste parfaitement sur ses appuis de façon à ce que l'écran ait une vraie impact, qui ralentisse vraiment son joueur. Là où par exemple j'ai vraiment trouvé que les écrans de Davis sont très souvent moyens, il fait un peu une feinte d'écran, part un peu avant et crée pas vraiment de décalage. Ceux de Caruso sont vraiment excellents. Et donc de nombreuses fois il a pu poser des écrans pour donner des bons tirs à 3 points, pour donner des bonnes coupes vers le cercle, etc. Donc pour moi il a autant contribué à créer ces décalages que LeBron quand il était sur le terrain par tous ces écrans. Donc dans le jeu très statique des Lakers, c'est vraiment un facilitateur, comme un LeBron James ou un Rajon Rondo, et il est vraiment parfait aux côtés de LeBron. C'est pour ça qu'il a été gardé cette saison, et c'est surtout pour cela que cette saison, pendant la saison régulière, c'était le duo le plus efficace des Lakers en saison régulière, avec un plus-minus sur 100 possessions de plus 24, et encore mieux en playoff, où le duo LeBron-Caruso a le meilleur plus-minus de toute la ligue. Donc voilà, après avoir un peu parlé de tous ces joueurs, je voulais conclure sur le fait que ce tall ball est donc vraiment une arme que les Lakers ont su exploiter sur les tours d'avant, qu'ils ont un peu rogné sur ces finales, mais finalement pas tant que ça a plus été du pragmatisme et de l'adaptation, donc que ça soit entre les matchs et pendant les matchs, mais sans rogner les principes de jeu de coupe vers le panier, d'insister pour le ballon à l'intérieur, de limiter le pick and roll et les drives.
Et donc bien sûr lié à des très bonnes individualités, de façon soit par leur talent, mais aussi par leur capacité à jouer ensemble, à jouer de façon intelligente, ce qui en fait un très bon champion, qui savait parfaitement lire et exploiter les failles des défenses qu'ils ont affrontées. Donc voilà, on arrive à la fin de cette saison 2020. Donc l'intersaison va commencer. Ça sera l'occasion pour moi de lancer de nouvelles sections sur cette chaîne, certaines plus historiques, des surprises, donc j'espère qu'elles vous plairont tout autant que ces analyses. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo et le podcast, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, donc c'est toujours bon pour le référencement, à donner votre avis, à vous abonner et à le partager. Je vous dis à la prochaine. Bisous. We just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We talking about